Tous, on est très heureux de démarrer ce webinaire. Je suis Christophe Dupont, chargé de communication en fait au niveau de l'OPQF, de l'ISQ, et donc je suis entouré de Sabine et de Marc qui vont eux-mêmes se présenter. Donc nous allons en fait démarrer ce webinaire pour les organismes de formation qui sont aujourd'hui au PQF et qui souhaitent aller vers la certification nationale Calliope. Voilà, donc je te laisse te présenter, oui, Sabine. Bonjour, Sabine Fest, donc directrice des opérations à l'ISQ. Et puis Marc. Et Marc Verger, auditeur. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. Nous sommes environ 250. Alors, l'OPQF a été initié en fait lors d'un protocole en 1994, mais l'ISQ avait précédemment travaillé sur un protocole avec le ministère de l'Industrie en 1991 pour créer en fait la qualification OPQCM. Cette qualification a été créée grâce à un protocole d'accord entre le CINOV et Consult in France, ainsi que le ministère de l'Industrie. 3 années après, le protocole du ministère du Travail a permis, en fait, avec la FFP, a permis de créer l'OPQF. Et donc, on est plutôt dans cet axe-là en termes d'activité, puisque ce sont les organismes de formation qui sont concernés aujourd'hui sur cette démarche. Aujourd'hui, pour vous situer, l'OPQF en fait, a plus de 2200 centres qualifiés en France, ce qui représente en fait 1600 sièges sociaux. Puis, depuis le 7 octobre, comme vous le savez, nous avons aussi, au niveau de l'OPQF, de l'ISQ, pardon, nous avons obtenu la possibilité de délivrer la certification Calliope. Alors, à qui s'adresse en fait cette certification ? Il y a en fait dans l'activité générale formation, on a en fait 4 possibilités. Vous faites de la formation professionnelle, vous êtes un organisme de formation, on va dire, traditionnel, hein, qui fait de la formation professionnelle à part entière. Vous pouvez aussi passer cette certification lorsque vous faites de l'apprentissage. Même chose pour les gens qui font du bilan de compétences et qui font aussi, et d'autres personnes qui peuvent, d'autres organismes qui peuvent faire de la VAE. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez été CFA historique, en l'occurrence une activité exclusive en tant que CFA, vous aurez jusqu'au 1er janvier 2022 pour pouvoir réaliser en fait ce type de certification. Alors que les organismes de formation traditionnels qui souhaitent s'inscrire dans la démarche CFA devront, s'ils veulent pouvoir bénéficier des fonds de l'apprentissage, le faire dès le 1er janvier 2021. Comme d'ailleurs l'ensemble des autres activités, CFA, bilan de compétences, organismes de formation et VAE. Ensuite, alors, si je suis organisme de formation, quel est l'intérêt que j'ai de passer la qualification Calliope? À partir du moment où vous avez en fait des fonds mutualisés, vous touchez en fait des financements par les OPCA. À partir du moment où vous travaillez aussi avec tout ce qui est fonds publics, comme l'État, les régions, aujourd'hui la Caisse des dépôts par le CPF, Pôle emploi et puis la GFIF, vous aurez en fait une obligation à partir du 1er janvier 2021 d'être certifié pour continuer en fait à bénéficier de ces fonds. Si vous n'avez pas l'intégralité de ces financements, vous pouvez continuer à être organisme de formation sans avoir à passer la certification Calliope. Et à partir du moment où en fait la certification est mise en place, l'organisme de formation peut prester en fait réaliser des prestations et pour faire bénéficier les utilisateurs, les stagiaires et les entreprises de ces prestations. Alors, le cadre réglementaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce slide? En fait, le point important, au-delà du fait de pouvoir télécharger les décrets, si vous souhaitiez les lire en guise de livre de chevet, le plus important est que vous restiez bien informé du guide de lecture, du référentiel et surtout de la dernière version
qu'il faut utiliser. Nous sommes à la V4.2 aujourd'hui du 28 octobre dernier. Chaque mise à jour ne vous apporte pas de contraintes supplémentaires. Par contre, un éclairage spécifique qui vous permettra de mieux, en tous les cas, vous préparer et d'appréhender votre conformité avec le référentiel. Voilà, on peut juste ajouter que tous ces documents législatifs sont donc téléchargeables sur notre site. Tout à fait. Et lorsque vous recevrez le PDF de cette présentation, vous pourrez aussi directement télécharger en fait ces éléments-là. Une petite précision aussi qu'on n'a pas donnée en introduction. Si vous avez en fait des questions, ce que nous vous proposons en fait, c'est de poser des questions en fait directement par l'applicatif Zoom et nous les envoyer et on y répondra au mieux en fait en fin de webinar. Alors les critères, explique-moi Marc, les différents critères et comment on s'y retrouve. Oui, pour faire court, en fait, vous avez aujourd'hui 7 critères qui peuvent recouvrir au maximum de 32 indicateurs que l'auditeur va aller regarder dans chacun des organismes et prestataires. Ce qu'il faut garder de ce slide, c'est que les 1, 2, 3, 4, 5 et le 7, en fait, ne font que reprendre l'ancienne réglementation qualité. La vraie nouveauté est le critère numéro 6 et votre capacité à vous intégrer dans votre environnement professionnel. Et là, on fait essentiellement en fait, référence à votre capacité à mener une veille en fait, réglementaire, une veille quant à l'évolution des métiers pour lesquels vous formez, une veille quant aux moyens pédagogiques que vous pouvez utiliser. Et enfin aussi, le dernier point, c'est le 4e critère du 6. Vous avez le 4e indicateur du critère 6, c'est votre capacité à mobiliser en fait, les acteurs pour accompagner les personnes souffrant de handicap. Très bien. Très bien. Donc, il y a une nouveauté en fait, au niveau du critère 6 qui s'intègre dans toutes les autres dispositifs d'évaluation. Exactement. Et là, en fait, vous avez une autre façon de regarder les critères, les indicateurs. Garde à l'esprit qu'aujourd'hui, nous adressons uniquement à des organismes qui sont qualifiés au PQF. Donc, vous avez l'avantage de pouvoir bénéficier d'un audit aménagé donc, qui est plus court. Vous avez en bas les 9 indicateurs communs à toutes les catégories d'action. Et en fait, l'auditeur va déterminer quels sont les indicateurs spécifiques qui pourraient vous être en fait applicables, en sachant que comme pour tous les audits, ce sont les CFA qui ont généralement le plus grand nombre d'indicateurs à regarder et le plus léger étant généralement sur l'action de VAE et encore même plus léger, c'est tout ce qui est bilan de compétences. Donc, en fonction de votre capacité à prester des formations qui concourent à une certification professionnelle et de la FEST, sinon, eh bien, certains critères ne seront pas applicables. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Ensuite, alors quel est le processus de certification, Marc? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare avant l'audit? Qu'est-ce qu'il faut que j'envoie à l'ISQ? Voilà. Alors en fait, pour solliciter en fait une intervention d'un auditeur de l'ISQ, vous allez devoir en fait remplir un dossier et vous avez sur la gauche de la présentation toutes les pièces qui sont nécessaires. Alors ce n'est pas l'ISQ qui vous les demande, ce n'est simplement que l'application des décrets d'application. Donc, nous nous conformons scrupuleusement à ce qui est attendu dans les décrets. Donc, ces éléments sont à nous retourner et c'est ce qui permettra ensuite à l'ISQ de réaliser un devis en fonction de votre chiffre d'affaires, des activités, du fait que vous soyez qualifié ou non, du nombre de sites. Et c'est par rapport à tous ces éléments qu'on arrivera à déterminer un nombre de jours d'audit. En sachant que lorsque nous recevons tous vos éléments ainsi que le règlement et que vous nous avez précisé quelle est la période pendant laquelle vous aimeriez que l'audit puisse être fait, nous avons une obligation de vous répondre sous un délai de 30 jours. S'il y avait déjà un conseil à donner aujourd'hui, c'est que si vous souhaitiez passer en 2020, même au mois de juin, nous vous invitons bien évidemment à programmer ou pré-programmer vos audits dès aujourd'hui. Pour faire un calcul très rapide, 40 000 plus organismes datadockés. Donc, vous imaginez bien, quand bien même il n'y en a que la moitié qui souhaitent passer sous Calliope, que la France ne dispose pas forcément suffisamment d'auditeurs pour aller auditer tout le monde avant la fameuse date du 31 décembre 2020. Peut-être que tous les 40 000 ne feront pas une démarche de certification, c'est possible.
à voir. Et en tous les cas, ce Ouais. qui est reconnu de tous les certificateurs, c'est que le nombre d'auditeurs aujourd'hui est insuffisant pour faire face à la demande. Très bien. Donc, il faut se mettre au travail tout de suite, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Ok. Et alors, lorsque tu commences à faire une démarche de certification, toi, en tant qu'auditeur, est-ce que tu conseilles de faire un audit blanc? L'audit blanc est quelque chose qui vous permet de pouvoir prendre un instantané avec un auditeur et qui vous dira quel est votre niveau de conformité à ce jour au moment de la prise de la photo. Avec le référentiel, c'est peut-être un moyen pour ceux qui ne seraient pas très sûrs d'être en phase, de pouvoir avancer en confiance et de mettre quelques actions correctives avant l'audit initial réel. Donc c'est un plus, bien évidemment. Très bien, très bien. Alors, comme tu es revenue, Sabine, comment ça se passe au niveau de la préparation de l'audit, notamment au niveau des délais? Comment on fait lorsque on s'inscrit dans cette démarche-là? La première chose à faire, donc, c'est de remplir la fiche qui est aujourd'hui téléchargeable sur le site de l'ISQ. Fiche dans laquelle on vous demande de vous identifier, qui nous permet donc d'avoir une photo de votre structure et notamment de bien maîtriser votre périmètre, puisque c'est sur cette base-là que nous allons établir un devis que nous allons vous envoyer. À la réception de ce devis, si vous nous le remettez, donc vous nous le retournez signé, à partir de là, on va vous envoyer un contrat dans lequel on va vous joindre des documents. Des documents, c'est le programme de la certification nationale Calliope ainsi que les fameux documents législatifs. Et à la réception de ce contrat signé, nous avons conjointement 30 jours pour vous contacter et définir donc une date d'audit. Ce n'est pas le jour de l'audit, hein, c'est bien la date d'audit qui sera définie dans ces 30 jours. Très bien. Donc, comme tu as la parole, tu vas pouvoir continuer sur… moi, j'ai souvent des questions qui tournent autour de je suis au PQF, je vais vers Calliope. Comment ça se passe? Quel est l'intérêt aussi d'avoir été au PQF et est-ce que l'OPQF va rester en fait continuer ce type de choses? Oui, l'intérêt d'être au PQF, c'est déjà d'être dans une démarche qualité, donc c'est quand même intéressant pour une personne, un organisme qui va ensuite se tourner vers Calliope. Ça, c'est une première chose. La qualification au PQF, c'était un produit sur une norme. Aujourd'hui, Calliope, c'est une certification sur une autre norme, mais la certification Calliope, comme on l'a bien compris, va être quand même obligatoire pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Notre produit, la qualification PQF, en fait, c'est un autre produit, mais nous allons donc aussi transformer cette qualification pour la mener vers la même norme que la certification nationale Calliope, avec donc les spécificités de la qualification PQF. Et notamment, ce qu'on a voulu garder, c'est bien l'ADN de la qualification PQF qui a quand même cette particularité de reconnaître la spécialité des organismes de formation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour Calliope, puisque Calliope ne tient pas compte de vos domaines d'intervention. Or, nous, on a justement voulu garder cette spécificité et permettre donc, on modifie la qualification, on la transforme pour qu'elle soit aussi sur la même norme, mais ça s'appelle donc Certiform Pro by OPQF, donc avec toute l'ADN de la qualification et la reconnaissance des spécialités. Ça, c'est un nouveau produit. C'est un peu la transformation de la qualification. Mais aujourd'hui, un organisme qui est qualifié au PQF, l'avantage aussi, c'est qu'il va bénéficier de l'audit aménagé. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, si moi, je veux tout de suite passer à la fois Calliope et Certiform Pro, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Dès maintenant? Oui, dès maintenant. Nous avons déjà qualifié des organismes, et à la fois sur Certiform Pro, by OPQF, et à la fois sur la certification nationale. D'accord, ok. Donc, c'est deux produits quand même distincts. On ne mélange pas les genres, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Donc, on est bien d'accord que Certiform Pro, c'est plutôt pour reconnaître le professionnalisme. Voilà. C'est l'ADN de la formation, c'est ce qu'on avait en fait au niveau de l'OPQF, voilà. Avec des activités toujours
Avec des spécialités, Avec pardon? des spécialités. Ouais. Oui, oui, on est vraiment. D'accord. En fait, on transforme la qualification. La qualification aujourd'hui existe toujours. On vient d'être certifié par le COFRAC en septembre 2019 pour une qualification donc pour encore 4 années. Elle existe toujours. Mais néanmoins, on a quand même ce nouveau produit qui permettra aux organismes qui le souhaitent de se positionner sur Certiform Pro BioPQF. Simplement, Certiform Pro BioPQF aujourd'hui, par contre, ne permet pas d'avoir un audit allégé. D'accord. Hein, parce que ce n'est pas inscrit sur la liste du CNEFOP. C'est ceux qui étaient au PQF. Voilà, contrairement au PQF. À la qualification. Donc ils ont bien fait d'être au PQF alors, si je comprends bien. Mais bien sûr, absolument. Donc ça, ouais, parce que ça va leur permettre d'alléger en fait leur et d'être déjà dans une démarche oui, qualité et d'avoir un allègement pour l'audit initial. Ok, ben c'est important de le préciser, je te remercie. Ok, donc là on parle un petit peu déjà de ce qu'on vient de dire. Voilà. On a anticipé un peu sur la diapositive. On vous la laisse la découvrir. Alors aussi, un autre point, ici vous avez, je reprends ma souris, ici vous avez en fait le guide de lecture du référentiel. Le guide de lecture du référentiel. Alors ça, c'est, je crois, un élément important pour pouvoir se mettre en action et préparer en fait la démarche de certification, Marc. Oui, un auditeur qui vient sur site, en fait, son document de référence et de travail, c'est bien sûr le guide de lecture qui est proposé. Vous avez en fait tout autant la définition de chaque indicateur et critère, le niveau attendu et un des exemples d'éléments de preuve. Ce sont des exemples. Les listes ne sont pas exhaustives et il y a également une précision, élément important, sur les non-conformités. Donc, c'est vrai qu'un très bon moyen déjà d'appréhender, de vous auto-positionner, c'est de prendre ce guide de lecture et d'appréhender en vous posant des questions si vous êtes en phase ou pas et dans quelle mesure avec le guide de lecture et le détail qui est précisé. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'est un livre de chevet que pour tous les dirigeants d'organismes de formation, j'ai l'impression. Pas que. Et pas que les dirigeants. Non, les responsables de communication et ou les directeurs opérations et pédagogiques, il serait bon que tout le monde puisse s'en imprégner. Très bien. Ok, alors, moi, la question souvent qui revient aussi, c'est en fait la durée de l'audit. Comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a des paramètres, il y a différents paramètres. Alors là, on n'est pas sur la partie de droite où on voit un tableau relativement complexe, où il y a un nombre de jours relativement important. Mais ça, cette partie-là, c'est pour les gens qui ne sont pas au PQF. Qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas une qualification ou une certification reconnue par le CNEFOP. D'accord. Donc ça, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés en l'occurrence ici, par la qualification au PQF. D'accord. Donc pour nos clients au PQF. Pour nos qualifiés au PQF, ils n'ont pas disparu. Non. Voilà. Pour les qualifiés au PQF, ils bénéficient donc, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un aménagement allégé, d'un audit allégé en fonction de différentes choses. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du périmètre, parce que c'est important de connaître le chiffre d'affaires de l'organisme, le nombre de catégories. Est-ce que je suis sur l'action de formation, le bilan de compétences, la VAE ou l'apprentissage, ou tous, ou quelques-uns. Le nombre de sites à certifier, ça c'est important aussi quand je suis multisite. Et si vous avez donc cette fameuse reconnaissance, mais là c'est le cas parce que vous êtes qualifié au PQF. À partir de là, il y a donc ce tableau où il faut vous référer pour identifier le nombre de jours, donc en fonction de votre chiffre d'affaires, inférieur ou supérieur ou égal à 750 000 euros. J'ai une durée de base de 0,5 jours, donc ça c'est le minimum. Ensuite, en fonction de mon chiffre d'affaires, s'ajoutent des demi-journées d'audit plus des demi-journées en fonction du nombre de sites qui seront échantillonnés. Donc, le minimum, c'est 0,5 jours. Plus, éventuellement, si j'ai un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 750 000, des demi-journées supplémentaires. Très bien, très bien. On était en train de continuer à résoudre quelques petits problèmes techniques. Ok. Alors maintenant, attends, je vais mettre là. Alors, comme tu venais certainement de le dire, en termes d'échantillonnage de sites, lorsqu'on a plusieurs sites,
Alors déjà, est-ce que plusieurs sites, c'est quoi exactement la définition du site? Alors déjà, il faut aussi rappeler que c'est un certification nationale Calliope par numéro de déclaration d'activité. D'accord, donc Ça, si c'est j'ai important. 10 déclarations d'activité… Eh bien, j'ai 10 structures à auditer et chacune d'entre elles aura donc un devis, un contrat. Si elles travaillent avec des financements publics oui, ou bien sûr, mutualisés. oui, absolument. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de déclarations d'activité et qu'il n'y a que quelques déclarations d'activité pour lesquelles, dans l'activité, vous travaillez avec des établissements non publics, il n'y a pas nécessité en fait d'intégrer la certification Non, nationale. après, voilà, la structure, elle peut… C'est un certificat, un numéro de déclaration d'activité. Très bien. Après, une structure donc peut avoir en effet plusieurs sites. La définition qui est dans les documents législatifs précise donc c'est… Alors, là où c'est important, c'est la fonction centrale. Et ensuite, il y a donc possibilité d'avoir différents sites, mais la fonction centrale, c'est très important parce que c'est elle qui gère. Il faut bien démontrer que la fonction centrale gère toute la partie, toute la structure. À partir de là, il peut y avoir différents Donc sites. la fonction centrale, elle n'est pas identifiée comme un site. C'est le siège. C'est le siège, voilà. Donc ce n'est pas un site. Non, après, il peut y avoir différents… Okay. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on, dans le tableau précédent, il y avait bien la durée de base. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est la fonction centrale qui est auditée au départ, une durée de base. Voilà. Et après c'est éventuellement les différents sites, si j'ai différents sites. Okay. Donc là, après, c'est la présence de personnel permanent. C'est comme ça que définit le législateur le site, la présence de personnel permanent. En fonction de cela, il y a donc un calcul qui est fait. C'est la racine carrée de tous les sites. D'accord, ok. Très bien, alors c'est arrondi à l'entier supérieur. À l'entier le plus proche. Le plus proche. D'accord, le plus proche. D'accord, ok. Très bien. Ensuite, quand tu as un organisme de formation qui a plusieurs sites, donc tu dois auditer 3 sites par exemple, en gros, hein, comment tu fais pour déterminer les 3 sites sur la quinzaine de sites identifiés? Alors aujourd'hui à l'ISQ, en fait, l'auditeur ne choisit pas les sites, on laisse en fait la main là-dessus sur la direction opérationnelle qui va pouvoir effectuer l'échantillonnage. L'auditeur, lui, se contentant aujourd'hui de travailler sur l'échantillonnage des actions une fois qu'il est sur site pour faire l'audit. Donc tu parles de la direction opérationnelle, en l'occurrence c'est Sabine. Oui, ou en collaboration avec la direction de la qualité. D'accord, ok. Donc c'est pas par hasard, c'est choisi en fonction… Tout à fait. Alors, il y a des critères de chiffre d'affaires, de représentation, de différentes choses. De toute façon, comme tout échantillonnage, il faut quand même que là où on va aller regarder, et en tous les cas, ce que nous regardons comme action, soit représentatif de l'activité. Ce qui est important, même si on l'a dit, mais il faut tout répéter 4 fois, si c'est important, on ne peut pas exclure un site des périmètres. Oui. Ah oui, d'accord. À partir du moment où tu as une personne qui est permanente sur un site, même si c'est une comptable, on ne peut pas l'exclure. Alors, là, c'est surtout exclure un site du périmètre. C'est pour être… sur un lieu, je fais de la formation, mais je n'ai pas envie de le mettre dans le périmètre de Calliope parce que ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas possible. C'est ça. Hein. D'accord, ok, très bien. J'avais compris, mais je préfère effectivement le faire. Mais après c'est la définition, c'est la présence de personnel permanent. D'accord. Voilà, donc… Ok. Et comment décider si un indicateur m'est applicable? Comment ça se passe? Alors, normalement, la lecture du guide de lecture devrait suffire. Maintenant, si il devait y avoir doute, c'est à l'auditeur, bien sûr, d'apprécier l'applicabilité de l'indicateur en fonction des échanges qu'il pourra avoir avec les personnes qui sont présentes lors de l'audit. Si je ne fais pas de formation certifiante, par exemple, je crois qu'il y a des indicateurs qui sont spécifiques aux formations certifiantes. Oui. Il y a dans les indicateurs spécifiques en lien avec les formations certifiantes, il y a 3 indicateurs spécifiques. Donc forcément, si le prestataire n'en met pas en place, il n'y a pas lieu d'auditer sur ces 3 indicateurs qui font référence exclusivement formation certifiante. D'accord, très bien. Ok, allez, on continue.
Alors, comment ça se passe un audit là? Dis-moi. Pardon. Alors, comment se passe l'audit? Quelle que soit la durée, il est vrai qu'il y a toujours en fait une réunion d'ouverture, donc il est important que l'auditeur puisse se présenter. Donc c'est sur site alors? C'est sur site, voilà. Donc là, on est sur site. Nous ne sommes pas sur un audit de surveillance qui peut être distanciel. Là, on est vraiment sur l'audit initial, qu'il soit aménagé ou non. Donc, présentation de l'auditeur en début de réunion. Gardons à l'esprit qu'un auditeur est une personne qui a une expérience dans la formation, de l'audit et ou qui a une certification d'auditeur. Donc voilà, donc on a des personnes qui connaissent quand même le métier des personnes qui va les auditer. On va demander aussi à l'entreprise de présenter quelles sont les personnes qui vont être impliquées dans le cadre de l'audit pour savoir à qui en fait, l'auditeur aura affaire. Et on validera une dernière fois le plan d'audit qui a été proposé en amont pour nous assurer d'une part que le timing est connu de tous et que toutes les personnes qui ont été en tout cas identifiées pour être présentes sont bien disponibles ce jour-là. Et l'auditeur pourra aussi procéder à l'échantillonnage. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez l'audit qui va se dérouler, où on déroulera, on va dire, critères et indicateurs les uns après les autres, en sachant qu'il y a un élément essentiel. Autant vous n'avez rien à préparer comme document en amont, puisqu'un auditeur ne vous demandera jamais des documents avant sa venue. Il ne va pas vous adresser une liste de courses comme on peut le faire dans le cadre de la qualification PQF ou éventuellement un audit de DataDoc. Par contre, le prestataire a une obligation de mise à disposition des preuves et à défaut de mise à disposition le jour de l'audit, ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas le surlendemain, ceci est considéré comme une non-conformité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si le RP plante, si la personne qui devait être présente pour présenter les éléments n'est pas là, eh bien, face à cette incapacité de présenter des preuves, ceci sera noté comme une non-conformité. Et après, comment ça se passe? Un jeu de questions-réponses. L'auditeur est essentiellement là pour avoir des questions ouvertes et éventuellement des questions fermées de confirmation, en sachant qu'il est avant tout présent pour rechercher quelles sont les conformités et non pas ce qui va mal, bien évidemment, en sachant qu'il doit se baser exclusivement sur des preuves factuelles. Et gardons à l'esprit aussi qu'un auditeur ne prendra aucune photocopie, aucune photo, aucune copie. Il va simplement il est tenu de noter avec précision tous les éléments de preuve qu'il aura pu observer, que ce soit en print, que ce soit digital, ça peut être simplement regarder un écran, une copie d'écran, peu importe, un affichage dans les locaux. Simplement, l'auditeur doit noter ce qu'il a pu observer. Et en fin de journée ou en fin d'audit, l'auditeur prend un temps pour lui pour pouvoir faire une synthèse de ses notes et pré-remplir son rapport. Et en toute fin, eh bien, l'auditeur va pouvoir faire un retour à l'audité avec une reprise de chaque indicateur, de préciser quel est le degré de conformité et éventuellement pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas conformité. Et ensuite, uniquement, une fois que l'auditeur est parti, normalement, l'audité reçoit sous 15 jours les fiches de non-conformité, s'il y a non-conformité, pour mettre en place des actions. Ok, très bien. Bon, bah écoute, parfait. Maintenant. Donc, tu as parlé des non-conformités, les précisions mineures, les non-conformités majeures. Voilà, alors déjà, le guide de lecture précise pour de nombreux indicateurs qu'est-ce qui peut être considéré comme une non-conformité mineure. Alors ça, c'est sur la dernière version du guide de lecture. Oui, la dernière. En date du 28 octobre 2019, pardon. 2019, non, on n'est pas sur l'année de naissance de Christophe. Voilà. Gardons à l'esprit plusieurs choses. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 non-conformités mineures, et auquel cas, on expliquera comment est-ce qu'on peut les traiter. Si vous deviez avoir 5 non-conformités mineures, ceci équivaut à une non-conformité majeure. Une non-conformité majeure étant en fait une prise en compte, non prise en compte ou une prise en compte partielle de l'indicateur qui peut remettre en cause la qualité de la prestation délivrée. Donc ça, c'est très clair. Une non-conformité mineure, en fait, le prestataire a un délai, on va dire, d'à peu près 1 mois de mémoire pour remettre son plan d'action qu'il s'engage à mettre en production dans un délai de 6 mois.
et la mise en œuvre ou la mise en production de ce plan d'action est vérifiée dans le cadre de l'audit de surveillance qui a lieu, on va dire, en milieu de certification. Par contre, pour une non-conformité majeure, le délai est un petit peu différent, puisque là, le prestataire a 2 mois pour non seulement proposer, mais surtout mettre en production un plan d'action, et 2 mois maximum, ce qui laisse en fait 1 mois maximum pour l'auditeur pour vérifier la mise en production et lever ou ne pas lever la non-conformité, quelle qu'elle soit. Donc, ces éléments sont importants à garder à l'esprit, surtout dans la perspective de la fin d'année. Si vous pensiez devoir faire face à des non-conformités, vous devez à tout prix passer l'audit initial au plus tard fin août. Très bien, d'accord. Bon, donc ça veut dire qu'il va y avoir quelques dates à respecter de manière importante. Ensuite, alors, une fois que j'ai mon audit initial, ce que je comprends, c'est que la date d'obtention de la certification va pouvoir être obtenue dans les 4 mois, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a déjà 2 semaines potentiellement après l'audit pour que l'auditeur et l'ISQ envoient à l'audité, au prestataire, donc les fiches de non-conformité, si non-conformité il y a, plus les 3 mois au maximum pour le traitement des non-conformités majeures. Et une fois qu'elles sont levées, il faut bien sûr que la certification soit donnée. Donc, je pense qu'on peut honnêtement penser à 4 mois. Et la date de validité de la certification commencera à ce moment-là. Les 3 ans ne commencent pas au jour où a eu l'audit, mais bien le jour où a été délivrée en fait, la certification, avec un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois, avec un audit de renouvellement à la fin de la période de 3 ans. Alors, Sabine, les audits de surveillance, ça se passe de quelle manière? Alors, normalement, l'audit de surveillance se fait à distance. Rarement, ou pour une raison précise, ça peut être sur site, mais normalement, ça sera plutôt à distance. D'accord, ok. Voilà. S'il y a des points particuliers à aller voir. Ça sera donc là de l'étude documentaire. Ça sera de l'étude documentaire. D'accord. Après, voilà, il peut y avoir nécessité de se déplacer, peut-être justement concernant une non-conformité. D'accord. Voilà, mais le plus souvent, ça sera à distance. Par rapport à ce schéma-là, je voulais juste ajouter aussi une chose pour vous, prestataires qualifiés, de bien prendre en compte aussi l'échéance de votre qualification PQF dans ce schéma-là, puisque c'est très important pour vous, pour bénéficier de l'aménagement de l'audit, de démarrer donc la certification avant la date anniversaire de votre qualification PQF. Ça, c'est important. Et il faut également inclure dans ce timing les éventuels mois supplémentaires, enfin, surtout en cas de non-conformité majeure, les 3 mois supplémentaires. Il faut également les intégrer dans cette frise, puisque c'est important pour vous d'obtenir donc la certification. Il faut que la certification Calliope soit obtenue, donc avant la date de fin d'échéance de la qualification PQF. Oui, complètement, parce que s'il y a un trou, à ce moment-là, pendant cette période de trou, l'OF ne pourra pas recevoir des financements. Oui, et puis c'est surtout financement mutualisé et puis pour bénéficier de toute façon de l'audit aménagé, il faut y être encore dans la période de qualification. Bien sûr. Sinon, en fait, tu es obligé de faire un audit beaucoup plus large. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et un dernier point aussi, à l'aménagement qui prévaut pour les organismes qualifiés ne concerne que l'audit initial. À partir de l'audit de surveillance, là, on repasse sur en fait un audit de tous les indicateurs et pas simplement l'indicateur aménagé. Ah oui. D'accord. Juste pour l'initial. Donc, dans 3 ans, on recommencera un audit, mais qui ne sera pas celui qui sera léger, mais qui sera en fait un audit complet. Voilà. D'accord, ok. L'aménagement de l'audit n'est vraiment que pour cette période actuelle. Voilà. D'accord. Donc, il faut absolument que l'ensemble des process soient maîtrisés et complètement mis à jour et réactualisés au fur et à mesure durant cette période-là pour que
au moment où il y aura le nouvel audit, qui devra démarrer avant la fin de… Même chose. La voilà, date anniversaire avant, de la certification. Oui. D'accord, tout à fait. Parfait. Eh bien, quand j'appuie, ça ne marche pas, mais ça va marcher. Tac. Alors, on a prévu à cet endroit-là des questions-réponses. Alors, nous n'avons pas de possibilité, malheureusement, tout du moins pour l'instant, de voir les questions que l'on nous a posées. Alors, j'ai eu par contre des personnes qui m'ont déjà posé des questions avant même le webinar. Et donc, j'en ai mis quelques-unes sur ces slides. Donc, le degré d'exigence, par exemple, quand tu fais un audit, à quel niveau tu te places en fonction de l'entreprise? Comment ça se passe? En fait, la question du degré d'exigence est revenue à plusieurs reprises en fait, sur des personnes qui nous ont contactés ici par téléphone. Partant du principe que je suis un petit OF ou je suis éventuellement un indépendant, donc pourquoi est-ce qu'on s'appliquerait à moi, petit indépendant, autant d'indicateurs comme sur des gros organismes? Il y a en fait, malheureusement, non, il y a une équité d'exigence et une équité de traitement. Donc, quelle que soit la taille, quel que soit le chiffre d'affaires, quel que soit le nombre de sites, nous, l'auditeur est censé regarder dans les mêmes conditions et le même nombre d'indicateurs. Ce n'est pas en fait, moins j'ai de chiffre d'affaires, moins il y a d'exigence. Ce n'est pas le cas. D'accord. Okay. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait une question qui revenait régulièrement, c'est sur la durée de l'audit. Donc, ce que tu as. Donc, les périmètres, c'est le chiffre d'affaires, le nombre de sites et les catégories par rapport à ça. Et puis, évidemment, si vous êtes qualifié par OPQF ou d'autres certificats. Alors, oui, est-ce que l'auditeur a une connaissance des spécialités? Comment ça se passe? On est plutôt à l'ISQ, comment on est plutôt choisi en tant qu'auditeur? Alors, en fait, là, il faut faire une distinction entre l'approche qu'a décrit tout à l'heure Sabine sur la reconnaissance du professionnalisme, où en fait l'instructeur, demain l'auditeur, en fait, connaît le domaine d'activité de l'organisme qu'il va rencontrer. Dans le cadre de Calliope et de la certification nationale, on demande avant tout une connaissance du monde et du milieu de la formation professionnelle et ou de l'expérience ou une certification d'auditeur. Pour autant, on peut tout à fait auditer de l'informatique, de l'esthétique et que sais-je encore, quand bien même nous n'ayons jamais travaillé dans ces domaines-là, ce qui n'est pas le cas sur l'approche en fait au PQF pour tous les organismes qui sont présents avec nous aujourd'hui. D'accord, ok. Ni l'approche Certiform Pro by OPQF, puisque là, on est à nouveau sur la reconnaissance des spécialités. Donc là, ça nécessite en effet une connaissance des spécialités, quand on va auditer. D'accord, ok. Bon, parfait. Ensuite, tiens, des choses qui peuvent apparaître sur la période des 3 ans. Je vends, je crée un site, je ferme un site, je prends d'autres activités complémentaires. Comment on arrive à faire vivre tout ça? Au fil de l'eau, on peut tout à fait faire des extensions à la fois de sites et de catégories. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je pourrais très bien dire je ne suis pas sur le bilan de compétences. D'accord. Donc, ça ne fait pas partie de mon périmètre de 2020 pour la certification nationale Calliope. En revanche, 2021-2022, je me dis tiens, ça m'intéresse quand même, j'aimerais bien développer. Donc, au fil de l'eau, il est tout à fait possible de faire des extensions de catégories d'actions ou même des extensions de sites. D'accord, ok. Donc dans ce cas-là, j'écris à l'OPQF. Oui, là, c'est une mise en contact, voilà. Et puis après, nous, on fera ce qu'il faut au niveau de l'ISQ. Ouais. Et puis nous, à ce moment-là, en effet, on mettra en route ce qu'il faut pour les extensions de sites ou de catégories. Ça, c'est pas un problème. Ça se fait au fil de l'eau. Alors ça, c'est pas un problème. Je vends mon entreprise en cours de certification. Donc, je vends mon entreprise, je vends en fait la structure juridique.
les personnes restent, mais le dirigeant, en fait, ou continue, ou le dirigeant s'arrête. Donc, il est repris par une autre entreprise, mais il y a une continuité de la structure juridique. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué en haut à droite. Jamais la réponse. En fait, si on vend, la certification étant rattachée à une entreprise, elle continue. Pardon. Ce sont quand même des questions aussi sur lesquelles nous sollicitons nos instances pour avoir quelquefois des précisions un peu plus importantes que ce qu'on a bien pu avoir jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas forcément les réponses à toutes les questions, et c'est bien normal. Mais en tous les cas, a priori, ça continue. Maintenant, le certifié a un devoir et une obligation en fait, d'information en cas de changement important. D'accord. Donc, il faut avertir changement de dirigeant, changement de siège social, actionnariat et autres. Il faut informer le certificateur. D'accord. Okay, très bien. Une autre chose aussi, parce que dans la réalisation d'un audit, il peut très bien se faire qu'il y a des événements qui peuvent se produire par rapport à la date qui a été choisie. Donc, j'imagine que la date, c'est quand même une date très importante. Donc, il faut vraiment que l'ensemble des personnes qui sont concernées par cet audit soient présentes. Oui. Hein. À côté de ça, si effectivement, pour une raison ou une autre, il y a une grève, par exemple, et différentes personnes ne peuvent pas arriver, on peut avoir de la souplesse. Comment ça se passe? Oui, ben là, il y a aussi des cas de force majeure. Donc là, la grève peut être considérée comme un cas de force majeure et que de ce fait-là, on ne puisse pas… D'accord. Okay. Parce que soit l'auditeur, soit même les personnes au sein de l'organisme ne peuvent peut-être pas se déplacer. Donc, d'accord. Il n'y a pas de grève, tout va bien, mais par contre, je ne peux pas parce que je ne suis pas prêt. Ah, là par contre, ça peut poser problème. Difficile. Voilà. D'accord. Donc il faut être prêt alors. Oui. Il faut bien identifier le travail qu'il va y avoir à faire jusqu'à l'audit pour qu'au moment où l'auditeur arrive, puisse travailler sur le sujet. Voilà. C'est en ça qu'un pré-audit ou un audit blanc peut permettre au prestataire de mieux appréhender en fait la charge de travail qui lui reste à faire avant de demander une date. Les premières réactions que tu as eues là, sur les entreprises que tu as commencé à certifier ou qui sont en cours de certification, voire auditer au niveau d'audit blanc, c'est quoi les premières réactions que tu as eues? Il y a indéniablement, alors c'est marrant, j'ai trouvé ça plus dans le cadre de pré-audit ou d'audit blanc que dans un audit réel, mais il y a une vraie tension et essentiellement sur des petites structures où en fait le dirigeant est au four et au moulin, est tout autant formateur, conseiller commercial, directeur commercial, directeur opération. Et clairement, on s'aperçoit qu'il est très difficile de mener sa barque en plus en mettant en place pas mal de choses. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la certification en fait, impose quelque part un certain formalisme que lorsque dans une petite structure, on n'a pas forcément. On sait ce que l'on fait, bien sûr, on le fait généralement machinalement. Maintenant, un auditeur vient chercher des faits, des preuves factuelles. Donc, on ne peut pas, en tant qu'auditeur, se contenter de s'il se passe ça, voilà ce que je fais. On va vous demander, c'est très bien si vous le faites, nous en sommes ravis. Maintenant, montrez-moi, démontrez-moi, comment pouvez-vous me montrer, me prouver que ceci est réellement fait. Un exemple, j'évalue bien évidemment la satisfaction de mes apprenants et des commanditaires. Alors, l'évaluation des apprenants, on arrive toujours à trouver des questionnaires. Maintenant, sur les commanditaires, on dit écoutez, c'est très bien, montrez-moi les résultats. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de questionnaire ou il n'y a pas eu de transcription par mail, parce qu'en fait, ça s'est fait par téléphone. C'est un client, on l'a appelé, il nous a dit que tout se passait très bien. Donc, c'est vrai que des grosses structures ont peut-être plus de facilité pour mettre en place de la traçabilité que d'organismes de taille plus raisonnable. Donc voilà, au-delà de la tension, c'est surtout ce qui ressort, c'est une difficulté pour certains organismes de taille, on va dire plutôt moyenne ou petite, de mettre en place les process et de les formaliser. D'accord, ok. Tiens, j'ai une question qui vient d'arriver là, sur mon mail. J'ai une activité de formation professionnelle. En tant que qualifié au PQF, je dois préparer les indicateurs 1, 2, 8, 11, 12, 22,
24, 25, 26, 32. Est-ce bien cela? Alors, je ne sais pas si ce sont les numéros de loto. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, dans le référentiel national qualité, dans la dernière page, vous avez en fait l'indication des 9 indicateurs communs qui sont en fait donc, là, le 1, 2, voilà, 11, là, on va, 22, là, il va, 24, 25, 26, 32. voilà, Mais à il cela, va au-delà. Et après, c'est des spécifiques voilà. applicables. Ça, je ne peux pas savoir, on ne peut pas répondre. Voilà, donc c'est bien ce Oui. document qu'il faut télécharger Oui. et qui doit être votre livre de table de nuit tous les jours en ce moment. Donc, à la réponse, oui, pour les indicateurs communs. Pour les spécifiques, ne connaissant pas la structure, je suis dans la capacité de répondre, mais a priori, oui. Alors, une autre question. Peut-on faire une demande de certification Calliope pour une activité qui n'est pas encore réalisée? Ah oui, ça c'est très bien, parce que c'est tout à fait par rapport à la question se pose souvent pour les gens qui veulent faire de l'apprentissage. Alors, en fait, si vous reprenez toujours ce fameux guide, vous avez sur un certain nombre d'indicateurs une notion qui s'appelle nouvel entrant. Donc, bien évidemment qu'on ne peut pas, ou que vous ne pourrez pas demain nous montrer ou me montrer, si je devais venir dans vos locaux, des éléments factuels. Pardon. Par contre, ce que l'on va auditer, c'est en fait de nous assurer que les process sont en place et que vous avez bien, en tous les cas, appréhendé ce qui est attendu de votre part. Et l'auditeur va donc simplement valider eh bien, ces process et votre appréhension. Par contre, lors de l'audit de surveillance, tous ces éléments-là seront vérifiés et il y aura un attendu de preuves factuelles. D'accord. Alors, il y avait une question sous-jacente, c'était la personne voulait faire de la VAE et de la FEST. Alors, VAE, effectivement, là, c'est un petit peu ce que tu viens de dire. La FEST, ce n'est pas une activité. Alors, si en fait, dans le guide de lecture, c'est un indicateur spécifique. Je n'ai plus le numéro exact. La FEST, ça doit être dans les 20 et quelques, je crois. Là, vous avez, en fait, si jamais un prestataire propose de la FEST, eh bien, il y a un indicateur spécifique. Et donc, il faut répondre à cet indicateur spécifique. Alors, si je fais de la FEST en cours de certification, après avoir été certifié, alors que je ne faisais pas de la FEST, il faut prévenir l'ISQ, là? Il faudrait normalement prévenir, oui, il faudrait normalement prévenir l'ISQ, même titre que si je ne fais que de la formation et que demain je me lance dans la VAE, il faut garder à l'esprit que la certification ne portera que sur l'audit initial et l'activité initialement auditée. D'accord. Okay. Une autre question que tu vois, Sabine. J'ai rempli un formulaire de demande. À quel moment je peux estimer pouvoir avoir ce formulaire aujourd'hui là? Une personne qui a, le formulaire ou le devis? Pardon, elle a fait un formulaire pour demander souhaite un devis. Voilà. Alors, on va prendre en considération un élément qui est très important, c'est la date d'audit souhaitée. Donc ça, c'est important parce que dans la fiche de demande, on vous demande de renseigner cet élément-là. Et on va aussi prendre en compte, pour les qualifier bien sûr, la date anniversaire de la fin de qualification. Donc, il y a quand même une priorité pour les qualifiés dont la date va arriver à échéance, qui ne souhaitent pas renouveler leur qualification, mais qui souhaitent passer directement à la certification nationale. Et après, c'est au fil de la réception des fiches qu'on envoie le devis. Mais on va quand même être attentif à la date d'audit souhaitée et à la date d'échéance de la qualification si l'organisme ne souhaite pas renouveler. D'accord. Ce que j'ai compris, c'est qu'on renforce énormément les équipes en ce moment. Oui, parce voilà. Et on a eu effectivement énormément de demandes. On a eu pratiquement plus de 700 demandes en l'espace de même pas un mois. Oui. Donc, bon, voilà, il y a une très très forte pression par rapport à ça et on a renforcé les équipes pour pouvoir répondre le plus rapidement possible maintenant par rapport à ça. Voilà. Donc, tout à fait. Les équipes travaillent, elles sont juste derrière d'ailleurs. Voilà. C'est très bien pour toi ça, Marc. Si les intervenants du siège interviennent sur un site de manière ponctuelle, peut-on considérer ce lieu comme un site en tant que tel? Alors le siège, ça veut dire que c'est le lieu où il y a la déclaration d'activité. Donc ce siège-là va être audité, si je comprends bien. Donc, il faut que l'organisme, s'il y a un site supplémentaire, ça rentrera dans les multisites. Voilà, s'il y a du personnel permanent. S'il y a du personnel permanent sur les sites
de Oui. réalisation de l'action Oui. de formation. Oui. D'accord. Donc, la réponse. Je crois que la question n'est pas forcément tant de savoir si les intervenants du siège interviennent sur un site. La question est de savoir est-ce que sur un site, on délivre des prestations quelles qu'elles soient avec du personnel permanent. C'est ça la vraie question. Après que le personnel du siège vienne, ne vienne pas, contrôle de visu et physiquement ou à distance, ça c'est peut-être un Oui, et puis ça, de toute sujet. façon, on affinera Ok. aussi avec l'interlocuteur de l'organisme quand il y a des doutes sur le multisite. Ça, c'est quelque chose qu'on affinera ensemble. Dans le cadre du développement d'un nouveau site, peut-on démarrer l'audit avant de démarrer concrètement l'activité de formation? C'est Yannick qui pose cette question. Dans le cadre de la création d'un nouveau site. Dans le cadre du développement d'un nouveau site, oui, Oui. tout à fait. Ça, c'est oui. À partir du moment où ce site va être intégré dans le périmètre du périmètre de la certification nationale Calliope, oui, on peut tout à fait l'intégrer, même si la formation, il n'y a pas encore eu de formation. C'est exactement le cas d'un nouvel organisme qui serait un nouvel entrant aujourd'hui. Il peut ne pas avoir dispensé encore de formation, mais il a le droit de bénéficier de la certification nationale en répondant à tous les critères indicateurs qui permettent de voir qu'il a tout mis en place au niveau de ses process. D'accord, ok, très bien. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur les différentes questions qui nous ont été posées par mail. Bah, ça fait pratiquement 1 heure qu'on est en ligne. Alors, on vous remercie vraiment de votre attention. On est désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir. C'est notre premier webinaire au niveau de ce format-là. J'espère qu'il vous a convenu. On a été très heureux de pouvoir s'adresser directement à vous. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire d'autres événements qui prochainement pourront, je l'espère, vous intéresser. Et puis, bah, écoutez, bon courage dans ces activités, dans vos activités. J'espère que tout se passe bien pour vous et que on sera à la hauteur de vos espérances. Et puis moi, je l'espère. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.